Ce qui me ferait le plus chier, c'est de pas tout donner en fait. J'ai fini le mois de février avec 80 € sur mon compte. Faut savoir que Nico et moi, on a mis 250 000 $ dans le business. Je sais pas si Noleo sera un succès. Je sais pas si Noleo va continuer à grossir. Je sais pas si Noleo va pas se casser la gueule. À ce moment-là où je me suis rendu compte que l'argent faisait pas le bonheur, parce qu'on m'a demandé d'étendre, de passer directeur directement là-bas. Et c'est à ce moment-là où j'ai refusé. On a quand même cette étoile polaire qui est de devenir le prochain Procter & Gamble. On y arrivera. On fait un test. T'es chaud? Vas-y, carrément. Tu gagnes combien par mois? Nous, on veut devenir le groupe et le clean skincare sans bullshit sur la clean beauty, le clean skincare. Salut Lucas. Salut François. Comment ça va? Super, très bien. On est bien installé là, c'est cool. Ça fait plaisir. L'objectif, pas s'endormir pendant l'interview. Exactement, non, ça devrait le faire. Écoute, je suis super content de te recevoir dans le podcast, dans Serial Entrepreneur. Ouais, ça fait longtemps, on en parle depuis. Exactement, pas mal de temps, parce qu'on s'est rencontrés sur Clubhouse début d'année dernière au final. C'est ça, ouais. L'âge d'or de Clubhouse. On aura l'occasion Exactement, on aura l'occasion d'en parler. Je commence toujours sur des questions sur le parcours. Ouais. Et la première question qui revient souvent, c'est est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur? Dans la définition que les gens ont aujourd'hui, non. J'ai toujours voulu faire des choses que les gens n'arrivaient pas à faire. Donc moi j'ai eu un parcours pas classique, mais pas un parcours très différent de ce que tu peux voir en fait chez les entrepreneurs ou les gens qui sont dans les grands groupes. J'ai fait collège, lycée. Moi j'ai grandi dans le dans le 94, dans le Val-de-Marne. Le collège il était pas ouf, le lycée était pas ouf, mais je me suis bien fait embrouiller par ma mère pour bien travailler à l'école. Et après j'ai réussi à rentrer dans une prépa, puis prépa, école d'ingé, école de chimie. Et après, monde du travail dans les grands groupes. Moi, je travaillais pas mal de temps chez Procter & Gamble. Ouais. Et pour la partie entrepreneuriat, en fait, je suis en anglais, dirait un late bloomer. Je suis arrivé sur la scène de l'entrepreneuriat très très tard, à 35 ans. Mais je me suis rendu compte que les mécaniques de l'entrepreneuriat, faire les choses un peu différemment, bouger les lignes sur pas mal de choses, je le faisais en fait au travers de mes expériences passées. Donc ça, du coup, je l'ai fait depuis pas mal de temps. Depuis, je te dirais, peut-être mes 20 ans. Mais vraiment, entrepreneuriat à proprement parler, pas dans les grands groupes, démarrer ma boîte assez tard. Ok. Et tu as grandi dans quel environnement? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Parce que c'est quelque chose c'est des choses qui influencent aussi le parcours forcément. Ouais. Ouais, tu démarres fort niveau question personnelle. Exactement. Ma mère a élevé 4 enfants. Elle était femme de ménage dans le 12e. J'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec elle. Et on n'a jamais manqué de rien. Donc, mais la phrase qui me marquera toujours, c'est moi j'appelle ça, je suis un enfant du mois prochain. Et le mois prochain, c'est quand tu as 4 enfants et que tu as besoin d'acheter quelque chose pour tes enfants, il y en a toujours un, tu les mets à la suite. Tu peux pas tout payer le même mois. Moi je demandais des choses à ma mère et elle me disait, comme j'étais petit, elle me disait pas de problème Lucas, je t'achèterai le mois prochain. Ce qui se passait, c'est que le mois prochain je l'oubliais en fait. Et elle me refaisait toujours le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Donc ça c'est un peu comme ça que je décrirais ça. J'ai jamais manqué de rien. Ma mère a toujours mis un point d'honneur à me faire travailler très dur à l'école. J'avais des facilités, mais elle allait le niveau d'après. Par exemple, quand j'étais petit, les récitations, les poésies, je les apprenais à l'endroit et je les apprenais à l'envers. Du dernier mot de la poésie au premier mot de la poésie. Donc c'est ce type d'éducation que j'ai eu, vraiment pour tout investir, tout vraiment focaliser sur l'école et sur les études, quoi. Et puis aussi jouer sur l'ascenseur social aussi, du fait de par le taf, forcément, on arrive à... Ouais, bien sûr. Ouais. Nous, tu vois, par exemple, dans le 94, on n'était pas le pire collège, on était l'avant-pire collège de l'Île-de-France. Et c'est vrai que tu étais obligé, c'était très dur déjà d'accéder à des écoles, tu vois, avoir les bonnes connexions. Par exemple, une prépa, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Faire des stages, je ne savais pas ce que c'était. Ma mère qui a tel ami ou telle copine qui peut te faire rentrer dans telle boîte, ça n'existait pas chez nous. Même l'entrepreneuriat en soi, c'est un mot qui... Ben non, parce que pour toi, c'est l'école, tu vas faire des maths, tu vas être ingénieur. Tu vois, c'était ce qui était formaté, ce qui était connu de tous à l'époque, en fait. Tu vois, tout ce qui était carrière artistique, carrière créative, on n'y pensait même pas.
Et donc, c'est vrai que, entre guillemets, la clé de sortie, c'était soit premier à l'école euh, et un taf qui te paye bien. Et puis ça te permettra de sortir et d'évoluer par rapport à ça. Ok. Tu m'as dit que tu as fait un parcours plutôt classique. Je suis pas forcément d'accord. Parce que tu as quand même. La partie prépa T'as quand même fait. T'as quand même étudié au Japon, notamment. Ouais, oui. Accessoirement. Ce qui n'est pas classique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et tu as notamment fait une thèse là-bas à l'université de Tokyo. Est-ce que tu veux me parler de cette période un peu de ta vie Ouais, en fait, quand tu grandis dans le 94 ou quand tu grandis en banlieue, tu penses que le centre du monde, c'est la banlieue. Même aller sur Paris, mine de rien, c'était, tu vois, tu te mettais avec trois quatre potes, tu mettais de l'essence dans une voiture, et puis tu faisais un trip à Paris, si tu avais de la chance, tu te faisais pas recaler de boîte, etc. Donc il y avait vraiment une vision très centrée sur le quartier où tu as grandi, tes voisins, ta ville. Et puis tu le voyais bien, moi j'écoute beaucoup de rap, c'était telle ville, tel département contre les autres départements, tu vois. En grandissant, donc je suis rentré en prépa, j'ai fait une école d'ingénieur d'abord à Strasbourg. Et à Strasbourg, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui venaient de toute la France avec des backgrounds complètement différents. On avait pas mal d'étudiants internationaux. Et c'est là où j'ai fait mon premier stage. Le premier stage que j'ai fait, il était en Allemagne. J'étais dans une maison avec une Turque, un Croate et un Hongrois, je crois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, l'international et la diversité, c'était la vie, en fait. En termes de, tu vois, la bouffe, quand on cuisinait ensemble, la culture, les anecdotes, les enfances, qui sont complètement différentes. Et ça m'a vraiment donné le goût, d'une part, de la langue, où là, j'ai vraiment kiffé les langues étrangères, et d'autre part, d'aller à l'étranger. Donc, je suis allé ensuite en Angleterre, chez P&G en stage. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avoir les stages ou les localisations qui étaient impossibles à avoir. Donc en Angleterre, chez Procter & Gamble, on m'a dit bon, Lucas, ça sert à rien. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas recruté dans l'école. Et moi, je connaissais pas P&G d'ailleurs. J'ai appris à connaître P&G parce qu'on m'a dit qu'ils donnaient des Pringles pendant la présentation. À l'époque, ça appartenait à P&G. Et donc j'ai eu le stage. On était deux, un Allemand et moi. Et la partie Japon, en fait, c'est quand j'étais en stage chez P&G en Chine, où je me suis dit bon, bah, j'ai fait l'Angleterre, trop bien, je parle anglais. J'ai fait la Chine qui explosait à l'époque, c'était juste avant les JO. Je me suis dit, quel est le pays qui est le plus dur à craquer? Je me suis dit, bah, nous, on a grandi avec les séries américaines et les mangas, bah, je vais aller au Japon. Et donc, du coup, je suis rentré comme ça à l'université de Tokyo, de par des travaux de recherche que j'avais faits, et de par surtout, tu vois, tu envoies des emails à tout le monde, tu dis que tu vas tout payer dans ton stage parce que j'avais économisé de P&G, et puis au final, tu arrives à avoir une bourse et tu rentres comme ça dans Tokyo. Et ça, c'était assez ouf, hein, derrière. Tu m'étonnes. Une période du coup où tu apprends le japonais, j'imagine que tu t'inspires de ouf de la culture japonaise qui est incroyable. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années justement sur le Japon, là où c'était ouf, il y avait vraiment deux choses qui étaient assez différentes, assez dingues. La première chose, culturellement, ça n'a rien à voir au niveau relationnel. Si t'es pas japonais, tu rentreras pas en fait dans la société, même si tu vis 10 ans et que tu parles le japonais couramment et que tu es marié et que tu as des enfants là-bas, tu seras jamais vraiment 100% accepté. Et c'est vraiment, tu le sens, c'est une communauté qui est très insulaire, qui a une histoire très forte, qui a des coutumes et des codes très prononcés, très définis. Et ça, c'était quand même assez dur. Donc du coup, tu en arrives à évoluer avec en fait les Français ou les internationaux qui sont là-bas. Donc je me suis jamais vraiment 100% intégré dans la culture japonaise, même si j'ai appris pas mal de choses. Au niveau de la langue, c'est aussi très dur. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai appris le mandarin avant d'aller au Japon. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va être trop dur. Je me mettrai à mélanger les deux. Et donc, du coup, au final, j'ai jamais vraiment appris le japonais au niveau d'être bilingue en japonais. Oui. Tu vois, il y a tellement de niveaux de complexité. Oui, tu peux parler, avoir des conversations standards. Oui, avoir les bases. Les bases, réseau social simple. Mais dès que tu en arrives à des choses qui sont business, ça devient hyper compliqué. Mais la chose qui m'a le plus aidé au Japon, c'est qu'en fait, je me suis mis à faire du packaging chez Procter & Gamble. Donc, développement des emballages, de l'innovation, etc. Et le Japon est le pays qui est le plus pointu en termes de perfection, en fait. T'as pas le droit d'avoir des défauts. Si tu achètes un paquet de gâteaux, le gâteau individuel est emballé par pack de 3, puis emballé par pack de 6, puis emballé par groupe de 12. Ça, tu l'as pas en France, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, le développement durable et le Japon,
Ça va pas très bien ensemble. Le vrac au Japon, c'est pas. Non, mais c'est impossible, impossible, tu vois. Et là où c'était intéressant, c'est justement cette notion du zéro défaut, cette notion de la perfection, cette notion aussi de la cérémonie. Tu as par exemple la cérémonie du thé que tu comprends bien, mais aujourd'hui même, cette notion de cérémonie, tu la vois également dans la vie de tous les jours. Tu vois. Tu peux pas vendre un produit sans avoir une cérémonie de vente, sans avoir une cérémonie de présentation, d'éducation. Et mine de rien, ce type de code que j'avais appris avant, ben, je le reprends d'ailleurs aujourd'hui même sur la marque que j'ai. Ok, super intéressant. Toi, tu as été assez tôt finalement sur des sujets de packaging. Ta thèse notamment, elle parlait de ça un peu? Non, c'était Non mon master thesis que j'ai fait sur les polymères conducteurs. Mhm. Donc les polymères, les macromolécules, les grosses molécules, les matières plastiques avec des grandes chaînes. Et en fait, je travaillais sur les plastiques conducteurs d'électricité. Et à l'époque, c'était hyper marrant parce que des potes venaient me voir à l'université de Tokyo et on avait fait une visite du labo la nuit. Le problème au Japon, c'est que tu as des séismes tous les 3-4 jours en fait. Et moi, j'étais sur le campus et dès qu'il y avait un séisme, comme on avait des expériences chimiques qui tournaient la nuit, je devais m'assurer que rien n'était cassé au labo. Donc je faisais souvent des visites la nuit pour m'assurer que rien n'avait explosé, etc. Et donc j'en parle à mes potes, ils disent mais Lucas, qu'est-ce que tu fais? Je dis ben voilà, je travaille sur des matières plastiques qui conduisent l'électricité. Et c'est trop bien parce que dans le futur, tu pourras enrouler ou plier ta télé. Et je te parle de ça, c'était 2008 et tout le monde se foutait de ma gueule. Et en fait, ce qui se passe 2020, tu as les Samsung qui ont leur téléphone avec les écrans qui se plient, les écrans incurvés. Et ça, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Donc ça, c'était très tôt dans l'innovation, très tôt dans le packaging, précurseur sur pas mal de choses. Ouais. Et du coup, tu as bossé après chez Procter & Gamble, chez Coty aussi, chez Coty, donc sur des sujets d'innovation. Ouais. Qu'est-ce que ces années de salariat t'ont appris en fait? Alors j'ai eu... c'était un peu un parcours hybride. C'est ce que les gens appelleraient de l'intrapreneuriat. Il n'y avait pas vraiment de mots à l'époque là-dessus. Mais en fait, dès que je suis rentré chez Procter & Gamble, mon premier projet, c'était de redesigner un packaging pour le parfum, un des parfums Lacoste à l'époque. Et donc ça, c'est vraiment très développement tu vois, sur le marché. Et en parallèle, j'ai également travaillé sur des sujets d'innovation et ce qu'on appelle des innovations de rupture. Donc j'étais directement exposé à la partie plus ce qu'on appelait downstream et la partie très upstream. Et ça, la chose que j'apportais, comme j'étais assez frais et en fait on me disait t'es pas encore proctérisé. Tu vois, des gens qui sont plus de 2-3 ans dans les boîtes, ils sont complètement lobotomisés. Comme j'étais pas encore proctérisé, j'avais des façons de travailler qui étaient différentes. Et c'est ce qu'on voyait quelques années plus tard sur consumer-centric, customer-centric design, sur la partie agile, etc., que je faisais de façon un peu intuitive, en fait, directement. Et en travaillant davantage avec les US à l'époque, parce que notre siège était à Cincinnati, c'est là où je me suis mis à, en fait, l'idée, mener des programmes d'innovation, qui étaient des programmes d'innovation et des façons de travailler qui étaient beaucoup plus basés sur ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'innovation, quoi. Okay. Donc ça, je l'ai fait dès le début, et puis ensuite, j'ai vraiment créé ce personal branding autour de l'innovation, les nouvelles façons de le faire, le consumer-centric, design, etc. Et j'ai été envoyé ensuite sur les différents sites, à Singapour, au Japon à nouveau, où j'ai eu les pires 6 mois de ma vie, pour justement déployer ces nouvelles techniques d'innovation. Si pire mois de ta vie, est-ce que tu peux potentiellement développer? Ouais, on m'a renvoyé au Japon. C'est moi qui l'avais demandé d'ailleurs, pour bosser sur une marque qui s'appelle SK2. C'est l'une des plus grandes marques de luxe en skincare, pour repenser l'innovation. Les Japonais sont beaucoup sur la fonctionnalité et la performance. Tu le vois sur tout ce qu'ils font. Il y a très peu de storytelling, il y a très peu d'éléments liés à l'esthétisme, au design. Et mon rôle était d'apporter justement toute cette partie service et design au niveau des innovations qu'ils faisaient sur le produit. Et il faut savoir que le site de Procter & Gamble au Japon était basé sur une île qui s'appelle Roko Island, qui est une île artificielle. Donc si vous allez aujourd'hui sur Google Maps et vous regardez Roko Island, tu vois la forme de l'île, c'est un rectangle. Ah ouais. Et le truc, c'est que j'avais pas trop de sport là-bas, donc je courais et en 25 minutes, tu faisais tout le tour de l'île et tu avais l'océan tout autour de toi. Et tu pètes un plomb, j'avais pas de voiture. Une sorte de petite prison, quoi. Un peu. C'est ça, une petite prison dorée où t'es bien payé, parce que t'es payé en expat, mais tu peux rien faire si t'as pas de voiture et il y a personne sur l'île aussi. Ok, c'est fou. Hein. Donc et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que l'argent faisait pas le bonheur, parce qu'on m'a demandé d'étendre 6 mois supplémentaires.
de passer directeur directement là-bas. Et c'est à ce moment-là où j'ai refusé, où je me suis dit, Ouais, c'est pas l'argent, une ça, vie. voilà, Ouais, exactement. t'as pas tes amis, t'as pas ta Ouais, famille, c'est ça pas peut une vie en pas, fait. ça peut pas tout compenser, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est tes premiers pas aussi sur ces années sur du skincare, de l'hygiène beauté. Ouais. Comment, du coup, t'es venu l'idée de créer Noléo et t'as créé ça en 2018 pour Ouais, c'est ça, ouais. recontextualiser. Ouais, en 2018, c'est ça, on a commencé en 2018. J'étais encore chez Coty à l'époque, donc c'était plus un side project. Et en fait, ce qui s'est passé, décembre 2017, j'ai mon associé Nico qui envoie un message sur le groupe toutes les personnes de l'école de chimie en fait, et qui nous dit, ben voilà, moi j'attends ma première fille. C'est fou ce que je vois sur les documentaires, les produits chimiques. Je suis aux US, je pète un plomb, il n'y a rien là-bas. Une des marques qui cartonnait à l'époque, c'était Honest Company. Ils me disaient le seul truc qui est honnête chez eux, c'est leur nom en fait. Tu vois, ils regardaient la liste d'ingrédients et quand tu es chimiste, en fait, tu regardes pas la liste d'ingrédients de la même façon que tout le monde. Tu vois des choses, enfin, tu sais des choses que la plupart des gens ne savent pas en fait. Et il s'est dit, bah écoute, j'ai du cash. Le mec, il bossait en banque, il était chez JP Morgan. J'ai de l'argent, mais je peux pas trouver de produit dans le pays en fait. Qui est chaud, on lance un produit. Donc au début, il voulait faire un savon. J'ai dit, bah écoute, je te donne un coup de main, on va designer, super compétitif, etc. Enfin, super concurrentiel, etc. Et on discute, et il me dit, ben voilà, Lucas, il y a un produit en France qui s'appelle le liniment, qui remplace les lingettes, la crème hydratante pour hydrater les fesses des bébés, et une crème qu'on appelle anti-érythème fessier, anti-rougeur, pour protéger les fesses des bébés. Et tout ça se fait avec une seule crème. Et ce produit n'existait qu'en France et nulle part dans le monde. Mais c'est impossible, c'est un produit miracle. C'est fou. Qui n'existait que en France et pas aux US, pas en Asie, pas en Scandinavie, pas en Afrique. Et on s'est dit, bah vas-y, chaud, viens, on lance ça pour toi, ta famille, tes amis. On a fait une première version, un premier packaging qui était pas ouf, esthétiquement parlant. Et ça a commencé à prendre, les gens achetaient, les gens rachetaient. Et c'est là où on s'est dit, bon bah tiens, pourquoi est-ce qu'on met pas un peu plus d'argent et encore plus d'argent. Et ça a commencé à grossir, jusqu'à ce qu'on se dise, ben voilà, soit on se met à 100% sur Noléo, ou soit on reste sur nos boîtes et on le fait le soir et le week-end. On s'est dit, bah allez, fuck, autant se lancer à 200%. Ouais. Exactement. Ouais. Et par rapport à Noléo, vous vendiez sur un e-commerce. Comment ça s'est passé le démarrage justement 2018, purée, tous ceux qui sont dans le e-commerce, je pense qu'ils vont vraiment se voir dans ça. 2018, c'était assez simple. Tu faisais Facebook Ads, et c'était facile d'avoir un retour sur investissement. 2018, t'allais dans les salons. À partir du moment où t'essayes, parce que c'était un produit qui était assez différent, donc t'avais une certaine étape d'éducation à franchir. Et à partir du moment où tu voyais les personnes, tu le mettais sur la peau et les mamans ou les papas l'utilisaient, tu faisais la vente. C'était très simple en fait. T'allais sur un salon, tu payais 200 balles, tu faisais facilement 20-30 ventes. Arrive Covid, tu peux plus aller dans les salons. Facebook Ads, ça coûte une blinde. Tu peux pas rentrer dans les magasins en retail. Donc du coup, on s'est mis full direct to consumer, website, Shopify, et également Amazon, qu'on a vu venir et qui avait explosé. La chance qu'on a eue à ce moment-là, c'est que notre produit, comme c'était un produit pour le change pour bébé, faisait partie des produits de première nécessité. Et on n'a pas eu en fait cet embargo, ce blocage où tu ne pouvais pas en fait vendre sur Amazon. En fait. Donc vous avez été direct mis en avant potentiellement. Voilà, directement mis en avant. On avait une grosse piste d'accélération à ce niveau-là pendant le premier lockdown, les premiers confinements. Et on était avec le papier toilette, rupture de stock dans les lingettes. Les gens venaient acheter notre produit en fait. Ok. Et c'était quoi justement l'argument concurrentiel versus ce qu'il y avait sur le marché justement? On a mis pas mal de temps à le chercher. Il faut savoir que les Américains et les Français sont complètement différents. En France ou en Europe, la partie qu'on appelle clean skincare ou clean beauty, avoir plus de naturalité, des ingrédients plus sains, des packaging meilleurs pour l'environnement, ça c'était déjà établi depuis des années en France et on a vu pas mal de marques émergentes qui ont commencé à grandir justement en France et ça c'était vraiment pas mal. Aux US c'est pas ça. Aux US c'est du value pack. Tu vois, tu vas acheter ta lessive par bidon de 10 litres par exemple. Tu vas faire des value packs où tu vas vendre 10 flacons parce que tu peux économiser 15%. Et donc ça c'est vraiment ce positionnement où du coup tu pouvais pas te positionner en disant t'as un produit au lieu de 3, tu fais des économies.
parce que eux comparaient tout ça avec les lingettes qui coûtaient 1 centime la lingette, tu vois. La partie naturalité, c'était pas également la partie la plus importante à l'époque, sauf en Californie. Et donc nous, le parti pris qu'on a eu, ça a été de se dire, plutôt que d'essayer de faire plaisir à tout le monde aux US, les US c'est tellement grand, c'est 10 fois plus gros que la France, on va se focaliser sur la Californie. Et le message qui résonnait le plus, c'était vraiment pas de produits chimiques, pas de toxines, on n'a que 5 ingrédients, pas de fragrance, pas de conservateur. Et c'est vraiment le chiffre de se dire, on n'a pas formulé ce produit sans A, B, C, mais seulement avec ces 5 ingrédients. Et ça a été l'histoire qu'on a eue et qu'on a continué à cultiver et qu'on a poussé au maximum sur la Californie et par la suite sur le reste des États-Unis. Et c'est ce qui a fait que la boîte a été créée à San Diego et pas en France, du coup? Alors, la boîte avait été créée au tout début à Chicago. Pendant Covid, on s'est rendu compte qu'on était online, qu'on n'avait pas de problème sur la partie rencontre produits physiques. Il fait beaucoup plus beau à San Diego. Donc, quand tu es confiné, tu préfères être là où il y a du soleil et la mer plutôt qu'un hiver à Chicago à moins 40 degrés. Et le fait que notre audience soit 30-40% de notre consommateur soit 30-40% en Californie, ça a énormément aidé. On s'est dit qu'il y avait un alignement entre les besoins de la famille des équipes et là où le business allait aller en fait. Donc à la base on voulait regarder Los Angeles. Tu vois les loyers à Los Angeles, tu comprends vite que tu vas pas t'installer là-bas. Pas dans un premier temps. Pas dans un premier temps. Et la particularité aussi, du coup, c'est que ton associé est basé à San Diego et toi à Paris. Ouais. Comment on fait pour co-driver une boîte en étant à plusieurs milliers de kilomètres Ouais, ça c'est super dur. Alors pendant Covid, t'as pas vraiment ce problème. Quand on est sorti de Covid, un des problèmes qu'on a eu, c'est de se dire, nous on a 9 heures de décalage horaire. Lui, il est avec sa femme, donc, qui est américaine et ses 2 filles. Moi, je suis en Europe. Et en fait, ce qu'on a dû faire, c'est... moi, j'ai dû shifter, en fait, toutes mes disponibilités. Donc, le recrutement des personnes se fait exclusivement aux US. Les agences avec qui on travaille sont à 90% aux US. Et de mon côté, je travaille en termes de heure noléo de 14h à 2h du matin. Comme je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, c'est un rythme qui me convient au final. Le matin, je m'en sers pour le networking, les connexions, le développement personnel. Et l'après-midi, c'est Noléo jusqu'à 2h du matin. Ok. Et du coup, vos échanges, c'est... Tu vas quand même fréquemment, j'imagine, j'y suis allé, aux États-Unis j'y suis allé, je suis resté 1 mois et demi au mois de novembre. Ouais. J'y retourne dans 10 jours. À terme, je pense que je vais faire 8 mois là-bas, 4 mois ici. Il faut que je vois quel est le bon ratio par rapport aux taxes. Ouais. Par la suite, si on s'étend en Europe, peut-être qu'il faudra ouvrir une filiale en Europe, peut-être que je reviendrai en Europe, ça c'est pas encore décidé. On est vraiment en plein dedans en ce moment. Ok. Et toi, tu es sur Paris parce que tu kiffes la vie. Oui, moi j'adore. Paris, tu vois, ça a énormément changé. Je suis rentré en France il y a 3 ans. Donc quand je suis rentré du Japon, je suis retourné à Londres. J'ai passé 8 ans à Londres. Et je suis rentré en France il y a 3 ans parce que j'ai vraiment vu un gros changement en France. Tous les ans, je revenais parce que je travaillais dans la parfumerie et la France, l'Italie, l'Allemagne sont des players ultra actifs dans l'industrie. Et j'ai vraiment vu un déclic, j'ai vraiment vu un shift. Tu vois, que ce soit les bars, les restaurants, les mentalités, les gens parlent anglais. Et c'est vraiment assez cool. Et donc, du coup, Paris, c'est une ville qui me correspond pas mal. La Startup Nation aussi a pas mal exposé il y a 3-5 ans. Ça, c'est aussi assez cool. Alors, il y a aussi des travers. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment pas ouf en France. Mais voilà, moi, j'ai décidé de prendre... Paris parce que c'était ma ville de cœur, parce que ça me permettait aussi de revoir ma famille. Moi, j'ai passé 15 ans à l'étranger, mine de rien. Et puis, je pense que je vais rester ici quelques années avant de retourner complètement à l'étranger. Ok. On a parlé un peu de la pandémie. C'est évidemment une question que j'ai rajoutée il y a 2 ans. C'est quoi l'impact que la pandémie a eu sur ton business ? Déjà, ça nous a fait accélérer la croissance de notre business. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça nous a aussi pratiquement fait couler notre business. La croissance est limitée de ce que je te disais, le fait d'être sur Amazon, dans les essentiels, etc. Le fait qu'on soit dès le début digital first, ça nous a aussi pas mal aidé. Et là où en fait ça a tué pas mal de boîtes, surtout l'année dernière, ou deuxième moitié de l'année dernière, en tout cas aux US, en France je pense que c'est aussi la même chose. 3 facteurs. Le premier c'est le coût de l'advertising. Le ROI, le ROAS que tu as, tu dépenses $1, tu récupères $3-4, ça se fait plus.
Même si tu es ultra fort d'un point de vue créatif, dans notre industrie, produits de consommation, tu as de la chance si tu récupères $1 sur le dollar que tu investis. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un produit qui est récurrent. Tu le rachètes tous les mois. Donc tu t'y retrouves au final. Mais quand tu as fait ton business plan et ton PNL sur un truc où tu avais un ROAS de 4, qu'au final tu as un ROAS de 1, tu te poses des questions. La deuxième partie, c'est toute la partie logistique. Par exemple, on a un des produits qu'on fait en France et qu'on envoie depuis la France. Et pour contextualiser et donner des chiffres, avant on envoyait un container de 40 foot, on payait $3 500. Aujourd'hui, tu payes $12 000. Donc pareil, quand tu as tabulé tout ton business et tout ton profit sur un modèle d'import et que ça met 3 mois au lieu de 3 semaines avant de venir aux US, que tu payes 4 fois plus, ben là tu te poses des questions par rapport au business. Et la troisième partie, et c'est un truc qui est tout bête, mais quand tu es en direct to consumer et que c'est toi qui gères tes envois par la poste, et que la poste te dit du jour au lendemain, ben, plutôt que de prendre 2-3 jours, ça va prendre 5 à 7 jours, et plutôt que de coûter, je sais pas, 5 euros, ça va coûter 7 euros. Ben là, pareil, tu manges dans tes marges, et au final, tu as un profil de croissance et un profil de profitabilité qui marche plus du tout. Donc, nous, on a décidé de bifurquer pas mal de choses. On revient en retail. On a bien poussé sur Amazon. On a rajouté 2 produits qui ont des marges intéressantes. Et surtout, notre approche du Facebook Ad, on l'a complètement arrêté. Les gens qui font du Facebook Ad, je les respecte. C'est vraiment très chaud. Et en fait, on a une approche qui est beaucoup plus B2B avec tu vois, création de leads, créer des... référencement. Travailler sur le référencement, la visibilité, pousser l'organique, travailler sur tu vois, des white papers, mais pas dans le sens B2B, plus sur tu vois, des guides pour les parents, quels sont les produits à avoir, etc. Et au travers de ça, créer une communauté qui est entre guillemets captive avec des emails que tu as et pouvoir avoir ce dialogue que tu peux plus avoir sur Facebook Ads directement au travers d'emails, en leur apportant de la valeur, jusqu'à ce que ça génère de l'intérêt et puis un achat par la suite, quoi. Votre business en fait a été complètement transformé par la pandémie, quoi. Que ce soit d'un point de vue organisationnel, logistique, même sur la manière de communiquer. Donc l'impact a été énorme en fait. Et à un tel point qu'aujourd'hui, je pense qu'on va aussi faire pivoter le business. Aujourd'hui, on est une seule marque avec plusieurs produits. À la base, on voulait être une seule marque avec un produit. Mais l'ambition de Nico et moi, ça a toujours été, tu vois, tu parlais d'entrepreneuriat, des choses faites un peu différemment. Nous, on veut devenir le prochain Procter & Gamble. Donc un projet ultra ambitieux. Les mecs, c'est des géants, mais ils bougent pas. Et ce qu'ils font, c'est comme des aspirateurs. Dès qu'il y a une marque clean, une marque bien, ils la rachètent et puis ensuite ils refont tout à leur sauce. Nous, on veut devenir le prochain Procter & Gamble. On s'est dit qu'on allait le faire en démarrant Noléo, en faisant grossir Noléo. Et là, l'approche qu'on a en ce moment, elle est un peu plus latérale, c'est de se dire, un peu comme Justice League ou les Avengers, c'est l'union qui va faire la force. Et Noléo, maintenant en partenariat avec d'autres marques qui ont cette même mission, on va faire une coalition, on va travailler ensemble et on va grossir comme ça grâce à de la croissance externe. Trop cool. Pour pouvoir atteindre ce scale et pouvoir aller chatouiller, titiller les grands groupes. Ouais. Les marques qui arrivent à le faire sans croissance externe, en général, ce sont des marques qui ont levé 10-20 millions, ce qui n'est pas notre cas. Ok, donc l'objectif c'est vraiment de créer une super team de marques qui ont la même vision, les mêmes valeurs pour justement concurrencer des gros et demain effectivement les remplacer. C'est exactement. Trop cool. On va maintenant parler aussi de 2021 et du début d'année qui a vu éclore, notamment en France, puisqu'il avait éclos déjà en 2020 un réseau social Clubhouse. Ah yes. Tu le vois y arriver. Grand merci à Clubhouse. Exactement, où effectivement en France ça a totalement explosé fin janvier, début février, où on a vu de plus en plus de rooms tous les jours, quotidiennement, sur plein de sujets différents. Toi, tu as beaucoup exploité ce réseau. On te voyait assez fréquemment sur ce réseau, sur pas mal de rooms. Pas que business d'ailleurs. Pas que business, exactement. et qu'est-ce que ça t'a apporté Clubhouse et on va parler justement de comment tu as levé des fonds via Clubhouse. Chose j'en parle pas souvent, mais je te dirais comment ça s'est passé. Clubhouse, moi, je suis tombé dedans. Enfin, je fais partie d'un club qui s'appelle Couch Culture. Et en fait, qui a été lancé pendant la pandémie avec pas mal de CMO de grands groupes. Donc, tu as des gens de Amazon, de Nike, beaucoup de gens de Nike, des gens de Timberland, Believe, etc. Et on a créé en fait cette sorte de club secret. Et on se réunissait toutes les semaines, le vendredi, pour voir quelles étaient les news tech, les news digitales
parce qu'il y avait pas mal de social distancing, et donc quelles étaient les activations que les marques faisaient pour pouvoir contrer ce social distancing. On a ensuite fait graviter, et donc comme on faisait beaucoup de veille à ce niveau-là, j'avais déjà entendu parler de Clubhouse quand c'était lancé au tout début, parce qu'on avait pas mal de membres de l'équipe qui étaient américains en fait. Et donc j'ai galéré, j'ai mis 6 mois avant d'avoir une invite en fait. Et donc du coup j'ai rejoint ça en janvier l'année dernière, et, et c'était énorme. Nous on le connaissait de par les US, t'avais le fait que ce soit vraiment une planarité par rapport aux gens et aux profils qui venaient intervenir. Alors déjà, ce qui était chiant, c'est que tout le monde était CEO de quelque chose. C'est des grands mythos. Mais tu pouvais vraiment parler à des célébrités, à des personnalités, à des gens qui avaient également les mêmes mindsets sur l'entrepreneuriat, mais pas que, sur les relations sociales en général. Et donc, je me suis vraiment pris au jeu et je me suis vraiment investi pour déjà partager du savoir, partager des expériences, partager des anecdotes, parce que je venais déjà de l'étranger. J'avais pas un gros réseau en France. Donc tout ce que j'avais appris aux US, en Angleterre, en Asie, et ça permettait d'avoir des échanges qui étaient ultra pertinents et surtout qui pouvaient aider dans les deux sens. Moi, j'apprenais beaucoup de ce qui se passait en France et je partageais beaucoup de ce qui se faisait à l'étranger. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que ça me permettait d'avoir accès à des investisseurs. Ça me permettait d'avoir accès, mine de rien, on n'en parle pas assez, à des business angels. Je ne parle pas de VC. Je pense qu'on ne parle pas assez des business angels et du rôle instrumental qu'ils ont sur les startups. D'autres entrepreneurs qui avaient également des réseaux. Et sans trop faire exprès, en te présentant tel que j'étais, sans bullshit, tu connais mon franc-parler, c'est là où en fait tu arrives à créer des liens qui sont des liens d'amitié avec des gens qui en fait peuvent t'aider sur le business. Et là où il y a une grosse différence, et je m'en suis rendu compte par la suite, et là c'est vrai que je me suis davantage investi par rapport à ça, c'est que Clubhouse était en fait pour moi un pitch qui durait pas 5 minutes, mais qui durait en fait 5 semaines. Et tu avais une approche du pitch, une approche à la présentation qui était complètement différente. Tu fais un pitch à un investisseur, tu sais qu'au bout de 5 minutes, tu lui dis voilà combien j'ai besoin, voilà comment est-ce que je vais utiliser ça. Alors que si c'est une personne qui vient régulièrement sur la plateforme, semaine 1, tu peux te présenter. Semaine 2, tu peux lui demander des informations par rapport à lui ou elle. Semaine 3, tu lui parles un petit peu de ton projet, mais tu lui dis pas que tu as besoin d'argent. Semaine 4, semaine 5, là, tu lui dis tiens, d'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait d'investir Et comme la personne t'a suivi pendant ces 5 semaines, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et comme sur les startups, les gens investissent beaucoup sur les fondateurs, dans ce cas-là, tu as toute cette partie-là que tu as revue, que tu as améliorée, que tu as peaufinée pour aller ensuite chercher des sous. Ouais. Nous, on a fait une levée d'1 million, on a levé à peu près 500 000 grâce à Clubhouse. Ouais, donc c'était un vrai booster en termes de rencontres et du coup business. Mais c'est vrai que le premier truc qui me vient en tête, c'est vraiment les rencontres. Ouais, c'est les rencontres. Ouais. On était quand même dans une période où c'était en mode reconfinement, les gens étaient chez eux, donc forcément avaient plus de temps pour... En plus, c'était un réseau qui effectivement prenait du temps, mais c'est vrai que même en bossant, tu pouvais te mettre dans une room, écouter ce qui se disait, c'est ça, et créer des connexions. Ça a été assez fou cette période. Typiquement, le premier investisseur, et je le souligne tout le temps parce que lui, il a été vraiment très instrumental par rapport à ce qu'on a fait, ça a été Damien Dufretet, et qui était... c'est une personne géniale. C'est une personne qui est entière. C'est une personne qui est vraiment bienveillante, et le mot qu'on utilisait tout le temps, la bienveillance sur Clubhouse, je pense qu'il l'incarnait énormément. Et en fait, nous, on était potes avant même de parler business. Il était beaucoup sur des rooms sur l'environnement, sur l'économie responsable. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais il avait également fait des investissements là-dessus, sur ce type de boîte. Et au travers de ces connexions, c'est là où en fait on s'est pris d'amitié, et également on a pu apprendre à se connaître davantage. Et il a été exposé au projet Nolo et s'est dit, d'ailleurs il l'a annoncé au plein milieu d'une room, il a dit tiens en fait Lucas, il faut qu'on se parle parce que j'ai envie d'investir. Et j'étais en train d'envoyer des messages à mes potes, vous avez tous entendu la même chose. Voilà, c'est passé comme ça le premier investissement. Et tu vois, je suis convaincu que les vraies relations se construisent sans intérêt. Ouais. Et je suis clairement, de ce que j'ai vu sur Clubhouse, en tout cas des rencontres que j'ai pu faire, à chaque fois c'était sans intérêt, tu vois, particulier, où effectivement où l'objectif c'était de faire du business ou d'autres choses, quoi. Et je pense que ça a été vraiment un vrai booster pour les gens qui ont connu cette petite période d'âge d'or de Clubhouse.
ça a été génial, quoi. Donc, Ouais, et là où je te rejoins à 5000%, c'est cette partie sans intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. Tu rencontres une personne, tu sais pas où ça va aller. Tu vois, les gens sont ultra facettés. Ils ont leur vie perso, leur vie pro, ils ont leur réseau, leur connexion. Et si tu essaies de venir, soit tu viens cash en disant tiens, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, ou soit tu vas complètement sans intérêt et juste c'est la sérendipité qui va t'amener quelque chose. Là où ça marche pas, c'est quand tu fais genre sans intérêt, mais en fait tu veux gratter quelque chose. Exactement. Aux US, ils sont très cash. Comment est-ce que je peux t'aider? Tu vois, c'est même pas, ils viennent vers toi quand ils se présentent en se disant tiens, salut, tout gentil, après ils vont demander quelque chose. Eux, première question, tiens, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que je peux t'aider? Ils sont directement dans l'apport de valeur parce qu'ils savent qu'après il va y avoir une dette émotionnelle et qu'ensuite toi tu vas vouloir les aider par la suite. Tu vois, c'est ultra cash, mais au moins tu rentres sans a priori, sans jouer le jeu, etc. Ou alors ils viennent complètement, de façon complètement désintéressée, ou toi tu les rencontres de façon complètement désintéressée et de nulle part ils vont dire bah tiens, voilà une intro, si ça peut t'aider, bah tiens vas-y, tu viens de ma part. Ça se fait beaucoup aux US. En France, j'ai l'impression qu'on essaye un peu de garder un peu ces connexions. On se dit que si on donne une connexion à quelqu'un, bah, je vais peut-être la perdre pour moi par la suite. Ça, c'est un peu différent. Je pense que ça change un peu. Mais en tout cas, quand je suis rentré en France et même pendant que là-bas, je le voyais, il y avait un peu de ça sur la communauté France, en tout cas. C'est marrant parce que justement, je voulais parler de ce sujet, la différence d'état d'esprit entre la France et les États-Unis. À quel point pour toi c'est flagrant et c'est vrai que je vais rajouter que effectivement sur Clubhouse, les premières semaines, les premiers mois, au final, il y avait un game entrepreneurial hyper fort sur Clubhouse en fait. Au tout début de Clubhouse en France, c'était que des entrepreneurs, en tout cas du monde du business. Et c'est vrai que forcément, on est tombé sur des discussions parfois où on voyait qu'il y avait des intérêts communs, etc. Et pour revenir à la question d'état d'esprit, qu'est-ce que t'en penses toi? On fait un test? T'es chaud? Vas-y, carrément. Tu gagnes combien par mois? Du coup, je suis au chômage. Depuis 15 jours, je suis au chômage. Mais je peux dire très, très honnêtement, j'étais autour de 2000 € net. Ouais. Et du coup, j'ai quitté mon CDI fin janvier. Donc là, au chômage, et pareil, très honnêtement, je dois être à 1200 Bon, net. tu t'en sors bien alors. Ouais. Tu t'en sors bien. Aux US, ils te le disent direct. Ouais. Là où j'étais surpris, c'était les discussions que j'avais avec mon associé, qui lui, du coup, a toujours bossé aux US et en banque. Et des fois, je le voyais faire des meetings avec des gens. Je dis, mais t'es un ouf de poser des questions comme ça. Et c'est quoi votre balance sheet? Combien vous avez fait de revenus le mois dernier? Toi, combien tu te payes? Combien est-ce qu'il vous reste? Parce que là, on regarde en fait des boîtes à acquérir potentiellement. Et cash, combien est-ce que je dois te payer si je veux te débaucher? Et ça, sur les premiers, deuxième, troisième meetings, tu vois. Aux US, tout le monde est ultra transparent. Il y a des choses qui sont... alors qu'ils le sont beaucoup moins sur les questions qui sont liées à la famille. En France, c'est un peu l'opposé. Les gens vont sortir tous les ragots, tout ce qui se passe au boulot, la famille, etc. Alors qu'ils ne te connaissent même pas. Mais par contre, tu leur dis, bah tiens, à peu près, combien est-ce que tu touches par mois ou par an? Ouais, mais non, ça se pose pas. C'est vrai que l'aspect financier est super tabou. Un gros tabou. Et tu vois, je pense que... je t'ai répondu comme ça parce que aussi, je pense pas avoir été formaté aussi par, tu vois, des grands groupes, etc. Même si j'ai été dans des grands groupes. Et qu'effectivement, je me suis très rapidement rendu compte que c'était des sujets qu'il fallait pas aborder. mais je pense, oui, effectivement, c'est pas... Même, tu vois, la transparence des salaires dans certaines entreprises, où effectivement, aux États-Unis, potentiellement, il y a déjà des... tu peux savoir le salaire de tout le monde. En France, ça arrive. Tu as certaines startups qui l'ont fait, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. C'est une minorité. Donc... Mais là, je l'ai vu... quand je suis rentré en France, je me suis mis à regarder pas mal de podcasts et de vidéos, et j'en ai vu une d'un Guillaume Moubèche, ouais. Que je connais pas de personnellement, mais j'ai l'impression que tout le monde le connaît, de Lemlist. Il est passé dans le podcast. Ah d'accord. Je l'avais vu... Ah oui, en effet, ouais. En effet, j'avais vu là-dessus, et j'avais vu aussi sur le podcast de Lucky Day. Et le mec, il est hyper cash. Tu vois, voilà combien je gagne. Parce qu'il a un état d'esprit. Déjà, son marché est ultra américain, il a un état d'esprit à l'américaine, très ouvert d'esprit. Je sais pas où est-ce qu'il a étudié, où est-ce qu'il a travaillé, mais ça, c'était ultra rafraîchissant, en fait. Et je me souviens d'un épisode qu'il avait raconté, et je crois que c'était d'ailleurs dans Lucky Day, où il disait avant on se payait, je sais pas, 4000 par mois, puis ensuite on voulait être dans le top 10%, on s'est payé 10 000, et on s'est dit 8 000, et puis on s'est dit, allez, on va arrondir 10 000 par mois. Le mec ultra transparent, hyper cash. Et qu'est-ce que ça apporte? Enfin,
toi, ce que ça te donne, en fait, ça te permet de donner une perspective sur là où tu en es d'un point de vue salaire, sur ton parcours personnel. Lui, ça ne va pas l'impacter négativement. Toi, ça ne va pas t'impacter négativement. En fait, au final, c'est un win-win pour tout le monde. Mm. Et c'est malheureusement ce sujet tabou, je pense qu'il y a un gros sujet à craquer à tous les niveaux. Ouais. Pas que dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs. Ouais, je suis bien d'accord. Même si effectivement, je pense que c'est plus compliqué potentiellement pour les anciennes générations et effectivement pour quelqu'un qui travaille en grand groupe de révéler ce genre de choses parce que ça va vite créer des tensions. Voilà, la personne va tiens, il gagne plus que moi, tu vois. C'est très français aussi. Alors, l'autre chose qui est très français aussi, et encore une fois, ça commence à changer. Je pense que la Startup Nation, en tout cas toutes les startups, les entreprises plus jeunes, permet de faire évoluer ce genre de choses. Font bouger les lignes et font évoluer ça. J'ai repris une équipe d'innovation quand je suis rentré en France chez Coty, et j'ai vu un gros décalage entre une personne qui gérait les tendances chez nous, une tueuse. Elle est ultra forte, mais elle touchait nettement moins qu'un mec qui était au même niveau, en fait. Et là où ça s'est changé, enfin, là où le décalage s'est créé, c'est qu'au niveau de l'embauche, ils ne sont pas venus avec le même salaire. Au cours du temps, les deux salaires ont évolué, mais alors qu'aux US, tout est basé sur la méritocratie, et si en année 2 ou en année 3, tu te déchires, tu fais un plus 20, 30, 40%, ben en France, non, on ne peut pas trop augmenter par mois. Mais c'est bullshit, en fait. Si la valeur que cette personne t'apporte dans l'organisation est à un tel niveau, la rémunération doit être à ce même niveau. Et c'est cette approche de la méritocratie qui est très existante dans les pays anglo-saxons, aux US ou en Angleterre, qu'on n'a pas trop en France, où c'est le salaire à l'embauche, l'école dicte pas mal de points sur ta courbe d'évolution. C'est pour ça que les gens changent de boîte pour avoir justement des jumps de salaire. Mais aussi, il y a cette notion de copinage. Tu vois, tiens, je vais lui donner peut-être plus à lui parce que je le connais un peu mieux, etc. etc. Pareil que tu n'as pas aux US. C'est ultra transparent. Et donc, du coup, si une personne mérite, dans ce cas-là, plus 40%, c'est pas un problème, en fait. Ouais, ok. Et outre l'aspect financier, sur l'aspect plutôt entrepreneurial et start-up, c'est quoi les diffs, notamment potentiellement levée de fonds, c'est quoi les diffs un peu que tu as pu voir Business et levée de fonds en général, les US c'est immense. Une des erreurs qu'on a fait quand on a démarré à Chicago et qu'on est rentré dans la partie Covid, ça a été de faire du Facebook Ads sur tout le pays par exemple. Ça a été de manquer de proximité avec nos consommateurs. Une des choses on a pivoté très rapidement, c'était d'aller voir des écoles ou des crèches à proximité, d'aller voir des groupes de parents à proximité, d'aller voir régulièrement, de démarrer petit et de créer cet effet de résonance au niveau local et ensuite de multiplier ce modèle. C'est mieux d'avoir 1000 personnes, ça va faire la cité de la peur, c'est mieux d'avoir 1000 personnes dans une ville qu'une personne dans 1000 villes. On croppera et on fera un Reels. On coupera cette partie-là. Mais la différence que tu as, c'est que quand tu as plusieurs personnes dans la même région, ces personnes, si elles se rencontrent, elles vont en parler, ça va créer une émulation. Ça va créer un argument d'autorité de ce produit. Tiens, c'est bizarre, j'en ai parlé à cette copine et à ce pote, tous les deux m'ont parlé du même produit. Chose que tu n'as pas en fait quand tu tapes trop large. En France, c'est pas un problème. En France, tu lances sur Paris. Si tu arrives à créer des émulations sur Paris, tu crées des émulations sur le reste de la France, plus ou moins. La deuxième chose qui est très différente, c'est que tu as des habitudes conso qui sont vraiment différentes d'un point de vue business entre les villes du Midwest, entre la côte Est, le Sud-Est et la Californie. Donc ça, pareil, d'un point de vue déploiement d'un produit, croissance d'un produit, tu arrives sur des choses qui peuvent être complètement différentes et tu as peut-être validé un modèle sur une région qui n'est pas du tout pareil sur une autre région. Et l'autre chose aussi qui est pareil, liée à l'échelle, liée à l'amplitude, si demain tu fais une campagne marketing, soit tu le fais en interne, mais si tu passes par une agence, ticket minimum, les chiffres magiques, c'est 5000 balles pour un freelancer par mois en retainer et 10 000 balles en retainer par mois pour une agence. Les budgets qui sont nécessaires pour lancer un produit aux US, c'est de la folie. Et donc, du coup, ça impacte sur les tailles de production que tu as à faire. Aujourd'hui, tu veux lancer un développement d'un produit, ton manufactureur, ton usine va te dire très bien, on va commencer par 10 000 pièces. En France, tu commences avec une production de 1000 pièces. Donc, le cash dont tu as besoin pour lancer la machine, il est facilement 10 fois plus grand. Et la différence que tu as sur les levées de fonds, c'est que tu arrives aussi, pour pouvoir atteindre un VC, le ticket minimum pour un seed, c'est tu arrives entre 2, 3, maintenant c'est 5 millions pour un seed aux US, tu vois. En France, les fonds vont commencer à 500 000, 1 million, et un billet va commencer à bégayer quand il faut mettre plus de 50 000 $.
Aux US, c'est normal. Donc c'est là aussi où il y a une approche et une tactique qui est complètement différente par rapport à ça. L'autre chose qui est très différente, et ça peut être très intéressant pour des gens qui font des levées, les attentes des investisseurs en France et aux US sont radicalement différentes. Aux US, il y a pas mal de cash en fait qui doit être redistribué sur des investissements. Ils ont besoin de le faire, ils ont besoin de dépenser du cash d'un point de vue taxe. Ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils vont mettre un gros ticket très rapidement, mais ils vont en fait te coller à la culotte pour avoir des retours, tes métriques, etc. En France, ils vont mettre beaucoup moins. Ils vont également être beaucoup plus patients. Donc, si par exemple, tu as une période de down pendant 6 mois, 1 an, parce que tu as une crise sanitaire, ils vont être beaucoup plus indulgents par rapport à des investisseurs américains. Donc, c'est deux écoles. Et pour les gens qui font du SaaS, par exemple, je leur conseille d'aller pour le financement, pour l'équipe en France, tu as toutes les aides, pour le financement aux US. Le pendant, et j'en reviens sur la partie équipe, le problème aux US, c'est que le staff coûte extrêmement cher. T'as pas de stagiaire, t'as pas d'alternant, t'as pas de bourse, t'as pas de chômage. Donc en fait, si t'as besoin de monter une équipe aux US, t'en arrives directement à dépenser facilement 1 million à l'année, alors qu'en France, entre toutes les aides, le chômage, etc., t'arrives à t'en sortir pas trop mal. Et d'un côté, le code du travail est plus flex aux États-Unis. Ah oui, ça c'est pas mal. Que en France. Tu vois, s'il y a une personne si qui t'as fait une de erreur la de merde, recrutement, tu veux t'en etc. séparer 2 semaines et puis tu laisses même s'il y a la période personne. d'essai, mais si tu passes la période d'essai, potentiellement, tu as Ça plus va de aussi dans l'autre difficultés. sens. Une personne peut te dire du jour au lendemain, Exactement. Ciao, dans 2 semaines je suis plus là, et puis ton recrutement et ton handover, il faut que tu le fasses sous 2 semaines, 1 mois, quoi. Ok. Et du coup, cette levée de fonds, qu'est-ce qu'elle vous a permis ou qu'est-ce qu'elle vous permet de faire sur la suite de Noléo? Nous, notre levée de fonds, ça a vraiment été focalisé sur 2021. Là, on re-rentre en roadshow d'ailleurs pour faire une plus grosse levée sur le modèle que je t'expliquais. C'est un peu le modèle, si les gens veulent regarder la notion d'agrégateur. Donc, tu crées des holdings, tu crées des groupes, tu crées des coalitions. Ça s'est fait énormément sur les boîtes DTC sur Amazon. Il y a un groupe comme Thrasio, par exemple, qui a levé 4 milliards en 3 ans. Ouf. Et eux, ils rachètent toutes les semaines des boîtes et ils créent en fait cette plateforme, cette économie d'échelle, seulement pour les boîtes sur Amazon. Okay. Donc nous, on veut avoir ce modèle, mais pour les boîtes hors Amazon, toutes les boîtes qui sont en direct consumer, e-commerce, Shopify et Amazon, et vraiment créer cette coalition, cette Justice League dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, on fait notre roadshow là-dessus. L'investissement qu'on a eu avant, on l'a vraiment pris pour un investissement en seed, qui était de se dire quel est le canal qui permet de convertir. Alors le problème, c'est que l'industrie et l'économie a complètement changé, donc on a tout essayé. On sait maintenant que le Facebook Ads aujourd'hui, c'est pas pour nous. On sait que Amazon US, c'est un très gros vecteur de croissance. On sait qu'on ne sortira pas des US avant d'avoir multiplié notre CA par 5, etc. etc. Donc nous, notre million, on l'a dépensé en fait là-dessus. Et aussi beaucoup en inventaire, parce que ça, c'est ce qui avait été multiplié par 3 ou 4. La deuxième partie, c'est vraiment maintenant d'augmenter et d'accélérer ce qu'on a appris et de passer au niveau d'après. Donc passer au niveau d'après, c'est avoir un total annual revenu entre 5 et 10 millions. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Noléo? Ouais. Noléo, on a multiplié par 4 la taille de l'activité d'année en année depuis qu'on a commencé. Là, on est au-dessus des 100 cas par mois. Ça reste une très petite structure. De MRR, de MRR, ouais. Et ça reste une très petite structure, mais on a décidé depuis début janvier de focaliser sur la profitabilité. Chose qui est très dure pour des besoins de consommation, en fait, des produits de consommation, pardon. Donc là, on est maintenant plus ou moins à l'équilibre. Et en fait, quand tu lèves des fonds et quand ta structure croît, tu as vraiment 2 directions. Soit tu focuses sur de la croissance, donc du top line, je veux avoir de l'acquisition, mais tu as intérêt à avoir une stratégie de financement qui te permet de lever 1 million, puis 3 millions, puis 10 millions, puis 20 millions. Soit tu focalises sur de la croissance profitable, ce qu'on a décidé de faire. Et en fait, chaque dollar que tu dépenses, tu as en profit, tu es positif en termes de profit. Donc là, on est arrivé à EBITDA neutre et on va continuer à faire grossir notre EBITDA pour avoir un business profitable dans les mois à venir. Ok, super intéressant. Et c'est quoi les objectifs futurs, même si tu en as déjà parlé, notamment créer une team d'Avengers? Objectifs futurs, on a... En tout cas, nous, c'est démocratiser ce type de travail, ce type de vision. Nous, on veut devenir le groupe sur la clean beauty, le clean skincare. Et le clean skincare sans bullshit.
on veut faire des alliances stratégiques avec des petites structures, des petites boîtes qui ont des produits qui sont complémentaires aux nôtres. Par exemple, des produits qui sont pour faire la vaisselle ou des lessives ou des soins, je sais pas, pour les pieds, pour les cheveux, des choses qu'on fait pas. Et de le faire vraiment en plateforme et créer vraiment cette holding autour de ça. Trop bien. Et de devenir un peu ce que P&G fait. Aujourd'hui, P&G, c'est un groupe de plusieurs dizaines de marques. De devenir ça, mais de démarrer en étant plein de petites marques qui s'entraident et grossissent ensemble. Une des choses, par exemple, qui est ultra intéressante, quand tu es en retail ou en magasin, le consommateur qui achète ton produit, tu n'as pas son adresse email. Tu ne peux pas le retargeter, tu ne peux pas lier le lien avec cette personne. Quand tu vends sur Amazon en FBA, ce que la plupart des gens font, tu n'as pas le contact avec la personne en direct. La seule façon d'avoir un contact direct avec la personne, c'est deux choses. Ton Instagram et ton Shopify. Et en faisant des alliances stratégiques avec des marques complémentaires, nous aujourd'hui on est Noléo. Si demain on a, je sais pas, les cheveux magiques en boîte c'est une marque de merde. Demain en fait ce qu'on aurait, ce serait pas que notre liste d'adresses email, ce serait notre liste d'adresses email plus leur liste d'adresses email sur un segment de consommateurs qui est ultra pertinent l'un pour l'autre parce que tous les deux se rejoignent derrière cette même mission en fait. Et je pense que c'est cette approche qui va être beaucoup plus pérenne, où on aura en fait une sorte de communauté, de lifestyle, d'écosystème de marques, au travers desquels les gens se reconnaîtront et du coup voudront choper d'une marque à l'autre en fait. Ok, et donc plus de puissance du coup. Plus de puissance en communication. Tu fais une entrée chez un retailer, plutôt que d'avoir une personne qui est un broker pour une marque, ton broker sera pour 5 marques, les dépenses marketing, le staff, mine de rien. La force de frappe que tu as avec ton manufactureur, ton fulfillment center, tu arrives à des économies d'échelle qui sont assez intéressantes assez rapidement. Okay. Donc là, pour cette année, notre prochaine levée, ce sera pour l'acquisition de 2-3 marques et qu'on puisse faire ce POC, ce Proof of Concept, de ce modèle de coalition et pouvoir quantifier l'économie d'échelle qu'on a même avec 2-3 entreprises. Ok, trop cool, super intéressant. On va passer à la partie bilan. Ouais. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ? Oh putain, chaud ça. Je peux en donner plusieurs ? Bien sûr. Ok. Premier moment difficile, je quitte Coty et semaine d'après on rentre en lockdown. Trop chaud. Timing de parfait. merde. Tout le monde me dit Lucas, t'es sûr que tu veux pas revenir dans la boîte ? Tiens, il me reste un job. Je dis non, balèque. Ouais. Deuxième moment difficile, en fait, on voulait faire notre levée printemps 2020 et on l'a décalé à cause du lockdown. Et puis la boîte continuait à grossir, on voulait avoir des meilleurs termes, donc on a attendu, on a fait notre levée premier quarter 2021. J'ai fini le mois de février avec 80 € sur mon compte. Il faut savoir que Nico et moi on a mis $250 000 dans le business. Énorme. Là c'était chaud. C'était chaud parce qu'avant je vivais large, j'étais en expat, j'avais beaucoup d'argent, du coup je prêtais beaucoup d'argent aux gens. Et donc là je suis arrivé dans une situation où je savais pas si j'allais payer mon loyer. J'ai réussi à récupérer des sous que j'avais prêtés à des gens. Et là, on a fait notre levée. Et puis là, ça nous a permis de nous payer. Okay. Au départ, tu as mis toutes tes économies dans le business. Ah oui, si vraiment tu crois en quelque chose et tu veux prendre un risque, tu vois, j'ai pas de crédit, j'ai pas de famille à nourrir. Donc je me suis dit, quitte à le faire. Et si ça marche pas, je me fais démarcher toutes les semaines. Demain, je retrouve un autre taf, tu vois. Donc ça, c'est aussi une des choses où je me dis, soit vraiment j'y vais all-in, ou soit je le fais pas à demi-mesure. Et l'autre moment chaud, ça a été octobre-novembre de l'année dernière, donc fin d'année, où on a vraiment fait le bilan sur la profitabilité du Facebook Ads. Et en fait, à chaque vente qu'on faisait, on perdait des sous, en fait. Et c'est là où on a pris le dernier quarter de l'année dernière pour rechanger la tendance, faire de l'acquisition de leads, de l'acquisition d'emails, avoir un meilleur dialogue avec nos consommateurs et nos consommatrices, et se focaliser davantage sur la création de nouveaux produits, la profitabilité, l'augmentation des prix. Et là, on est maintenant sur une phase où on est beaucoup, beaucoup mieux par rapport à ça. Ok. Donc, pareil, on ne savait pas si on allait pouvoir continuer l'activité pendant encore 2-3 mois, tu vois. Donc ça, c'était l'autre moment chaud. Mais le prochain moment chaud, on en aura un autre en 2022. Bien sûr. Et c'est pour ça la question, c'est quel a été le moment le plus difficile. Mais je sais très bien que des moments difficiles, il y en a tout le temps en fait dans une aventure. Donc, c'est clair. Mais c'est intéressant de faire des focus là-dessus parce qu'effectivement, on parle souvent des réussites, ce genre de choses. Et cette question permet aussi de voir
tout ce qui a été plus complexe à Alors, exécuter. En toute transparence, je sais pas si Noléo, nous on est ultra motivés, on est des lâches rien. Je sais pas si Noléo sera un succès. Je sais pas si Noléo va continuer à grossir. Je sais pas si Noléo va pas se casser la gueule. Et ce qui me fait le plus chier là-dessus, c'est pas le fait de se dire il y a eu un business, voilà la conjoncture. Ce qui me ferait le plus chier, c'est de pas tout donner en fait. Donc nous on donne tout sur ce business. On a réussi à dévier pas mal de vagues de l'année dernière. La chose qui me ferait le plus chier, c'est que certains de nos investisseurs sont des amis et on veut juste s'assurer que tout le monde soit... Tu vois, nous, on traite l'argent de nos investisseurs et de nos amis comme notre propre argent, en fait. Et on veut juste s'assurer que tout le monde s'en sorte à ce niveau-là. On a quand même cette étoile polaire qui est de devenir le prochain Procter & Gamble. On y arrivera, mais on veut juste s'assurer qu'on casse pas trop de choses en cours de route. Ouais, ok. Super intéressant. Et la deuxième question de bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Oh. Ouais, j'ai des petites anecdotes. J'ai des petites anecdotes comme ça. Quand je travaillais en innovation, ma mère savait pas ce que je faisais. Tu vois, les gens demandaient à ma mère qu'est-ce qu'il fait ton fils. Je sais pas. Il est au Japon, il est à Singapour. Là maintenant, elle sait ce que je fais. Je lance un produit pour nettoyer les fesses des bébés. Donc là, elle sait l'expliquer. Et là, j'en suis fier parce qu'elle est hyper heureuse et hyper fière de moi là-dessus. L'autre chose aussi qui, pour moi, me rend très heureux, très fier, j'adore faire des interventions, j'adore, on en parlait tout à l'heure avant le début, tu vois, une personne me pose une question, je vais prendre 30-45 minutes de mon temps le week-end pour pouvoir l'aider et débloquer un... Et ça, je pouvais pas le faire en fait avant. Quand tu es dans les grands groupes, mine de rien, tu travailles H24, oui, tu es archi bien payé, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens. La plus grosse barrière pour moi de la réussite des gens, c'est l'accès à l'information. Et il y a une personne qui en parle très bien, d'ailleurs, c'est Pierre Gobil, qui a lancé 34 éléments. Et en fait, son approche, c'est ça. Tu veux faire ta levée, tu veux faire grossir ta startup. Ce qui te manque, en fait, c'est la connexion, l'accès, l'information. Et ça, j'arrive à le faire davantage et j'en fais au maximum. N'importe quelle personne aujourd'hui qui m'envoie un message sur LinkedIn, sauf si c'est pour me dire je vais faire grossir ton chiffre d'affaires x 10, et là, je les envoie chier. Je répondrai toujours à ces messages. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Ouais. Donc ça, j'en suis très fier. L'autre chose aussi qui me rend particulièrement fier, c'est de voir les reviews de nos consommateurs. La raison pour laquelle moi j'étais très bien payé et Nico était très très bien payé. Vas-y, balance des chiffres. Chaud. Moi je touchais sur l'assignment que j'aurais eu à Amsterdam, parce que c'est celui que j'ai quitté, j'aurais été au-dessus de 200 000 par an, 250 000 par an. Et Nico, tu multiplies ça, peut-être, je crois, je sais pas, je lui ai pas demandé récemment, mais peut-être $400 000 par an, je pense. C'est pas des petits salaires, tu vois. Mais quand on voyait ce que les familles nous disaient, j'ai tout essayé, mon gamin n'arrêtait pas de pleurer, je suis complètement impuissante, je savais pas quoi faire, j'ai utilisé votre produit, ça m'a littéralement sauvé la vie. T'en as un, t'es super content. T'en as 10, t'es très content, t'as que ça, tu te dis dans ce cas-là on va rien lâcher en fait. Tu vois, si ça avait été des feedbacks conso du style votre produit il est bien, c'est cool, tranquille, c'est bien. Mais quand les gens viennent vraiment dire j'ai tout essayé, c'est un vrai changemaker, mon enfant je peux rien lui mettre. Quand tu reçois un message d'une nana qui est une maman qui t'embrouille, elle m'embrouille en me disant, parce que c'est moi qui prends certains messages qu'on a qui sont un peu chauds sur le customer service, en me disant ouais, comment ça se fait que mon produit n'est pas arrivé, j'ai fini mon flacon et mon bébé ne peut mettre que ça, il supporte rien d'autre. Bah oui, elle est énervée, mais nous on va tout faire pour l'aider en fait. Et pour donner une petite anecdote, cette personne-là était à San Diego, Nico habite à San Diego, j'ai attendu qu'il se réveille le matin parce qu'il est 9h derrière nous, je lui ai dit Nico, est-ce que tu as du temps aujourd'hui, est-ce que tu peux aller déposer une bouteille il a pris sa voiture, il est parti déposer ça à la consommatrice, tu vois. Ouais. Et tu sens que son énervement, en fait, c'est pas porté contre nous, c'est la frustration qu'elle a d'avoir trouvé quelque chose qui lui convient et de pas l'avoir au moment où elle en a besoin, quoi. Et c'est ça qui va faire la diff versus la concurrence. Voilà, tu vois, les grands groupes, ils en ont rien à foutre. Ouais. T'as déjà parlé, toi, à quelqu'un de chez, je sais pas, Johnson & Johnson? Alors, t'as déjà utilisé leurs produits? Jamais. N'importe qui nous envoie un DM, on leur répond en live. Et on met un point d'honneur, et d'ailleurs ça c'est une des choses, nous on ne sait pas comment le faire pour le scale-up,
le customer service est ultra important, la relation avec le client est ultra important. Plus on grandit, plus on se dit, quel est l'outil qui va nous permettre de maintenir cette connexion avec le consommateur. On n'a pas la réponse, hein. On n'est pas assez gros, mais quand on sera gros, ce sera une vraie thématique en interne, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à donner cette qualité de service alors qu'on est 10 fois plus gros. Ça sera intéressant. Ouais, et je comprends que cette typologie de feedback ultra positif, c'est hyper précieux et c'est un moteur aussi pour... de ouf. Enfin, un moteur quotidien en fait. C'est ce qui nous a fait partir de nos groupes. Ouais. Je sais pourquoi je fais ça. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on passe à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. Ouais. Une partie un peu plus inspirationnelle. La première, c'est est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ta vie ? Ah, marqué ma vie ? Ouais, exactement. Ah ouais. Je sais qu'il y en a plein. Ouais, il y en a plein, ouais. Mais est-ce que potentiellement... Des gens à qui j'ai parlé... Tu vois, qui a été un change, tu vois, potentiellement ça peut être ton associé, enfin tu vois, c'est... J'en ai. Je veux juste trouver vraiment une personne... mon mentor, Sumit, qui était le vice-président chez P&G, puis chez Coty, il est maintenant d'ailleurs vice-président chez Estée Lauder. Lui, ça a été un très 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 grand changement sur ma façon de penser au business. C'est une personne, je sais pas, il doit avoir la soixantaine, d'ethnicité, il est indien, né au Kenya, et c'est vraiment la force tranquille. Tu vas le voir dans un meeting, tu ne le verras jamais énervé. T'as fait de la merde, il sera jamais énervé. Et ça me faisait peur. Moi, je suis très impulsif. On m'a lancé très rapidement dans les grands groupes où je gérais directement les plateformes d'Inno. Donc, je faisais tout à ma sauce, en fait. Les outils et les process, c'est moi qui les montais et qui les créais. Et donc, du coup, j'étais un petit peu impétueux. Je venais, c'était très confrontationnel. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, j'avais du mal à essayer de comprendre d'où la personne venait. Et c'est la personne qui m'a permis de changer cette partie-là. Donc, oui, j'ai un franc-parler. Oui, s'il y a quelqu'un qui me saoule, je vais l'envoyer chier. Oui, je le ferai ouvertement si besoin est. Mais j'ai aussi, en tout cas, suivant le contexte, surtout dans les équipes, avec le travail avec les agences, j'ai toujours cette notion de respect et cette distinction entre le business et le personnel quand on a besoin de le faire. J'ai toujours aussi cette notion de écouter au maximum, parce que comme il me le disait souvent, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a toujours quelque chose qui te fera défaut, et écouter, c'est déjà résoudre à moitié ton problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup changé, et surtout qui m'a aussi aidé à progresser au sein des groupes dans lesquels on était, mais aussi à l'extérieur. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, écoute d'abord. Un point de vue ne reste qu'un point de données et qu'un point de vue. Demande à plus de gens. Assure-toi que s'il y a un alignement sur une décision, tout le monde est derrière et tout le monde pousse. Dis-toi bien que les gens qui n'ont pas le même avis que toi, si vous êtes dans la même équipe, ils veulent tous la meilleure chose, c'est le succès de la boîte. C'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de voir le business et le travail en équipe de façon complètement différente. Qui t'a beaucoup apporté en termes de mindset en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, tu as l'air super zen aujourd'hui. Toujours, mais avant, c'était pas le cas. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui ? Alors, ça peut être des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, mais ça peut être des artistes, tu vois, des entrepreneurs, des comédiens, ce genre de choses. Ouais. Tiens, je peux en donner 3. Bien sûr. Alors, le premier, c'est Jordan Peterson. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose. C'est un sociologue et il a un avis très tranché sur la notion de pouvoir, de réussite au travail, mais également les relations hommes-femmes, la patriarchie, le patriarcat, pardon. Ouais. Oh là. T'inquiète. On peut couper ça. On coupera pas. Le patriarcat, tout ce qui est la place de l'homme et de la femme dans la société, etc. etc. Et ce que j'aime bien, c'est que pour tous ces argumentaires, toutes ces prises de position, il revient sur ce que j'appelle les first principles. Il détache l'émotionnel de ces analyses et il revient vraiment sur des choses qui sont fondamentales et des vérités absolues. Et il reconstruit sa logique autour de ça. Moi, j'aime beaucoup. La deuxième personne, bizarrement, et je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est Roman Frécinet. Donc Roman Frécinet, que je vois intervenir sur des plateaux de Mouloud. Ouais, le boss. Le boss. Où il parle de thématiques. Le mec, il est pas con, tu vois.
c'est engagé, mais c'est subtil et c'est quand même très bien fait. Il parle du sexisme, il parle du racisme, ou tous les mots en isme. Le mec va te faire quelque chose ultra marrant, mais il y aura une pointe qui sera toujours bien aiguisée sur des points qui sont... tu vois, il parlait des religions une fois sur une intervention qu'il a faite. C'est ultra motivant. Et dans la même logique, il y avait une intervention ou un dialogue entre Bouniamine et une députée, où tu dis, ouais, tu fais des blagues, mais en fait, dans le fond, c'est ultra pertinent. Et moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que ce sont des personnes qui ont de l'influence et qui ont également un point de vue qui est ultra clair et ultra pertinent, et qu'ils arrivent à le communiquer d'une façon qui est compréhensible par l'ensemble de la population. Chose qui n'est pas souvent le cas avec les politiques, c'est pour ça qu'il y a un détachement par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'au niveau des humoristes, des comédiens, je pense qu'ils ont un rôle très fort à jouer tant qu'ils disent pas de la merde. Ouais, je suis bien d'accord. Et pour revenir à Roman Frécinet, moi c'est vrai que je le connaissais pas, enfin je le connaissais que sur la partie stand-up, comédie, etc. Et je l'ai vraiment découvert sur le podcast Un bon moment de Kian Kojandi et Navo. Ah oui, ok. Ils ont fait un format d'1 heure, 1 heure et demie avec lui. Incroyable. Il parle de tous les sujets de société, etc. Je vais regarder, tiens. Incroyable. Et oui, clairement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que oui, c'est pas juste un humoriste, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et généralement, c'est souvent le cas. Donc, Et pour la troisième personne, je me suis dit, je vais te demander, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a une personne qui serait un bon fit pour avoir un échange et prendre un café avec moi? Et si tu n'as pas de réponse... maintenant, peut-être donner un nom par la suite. Moi, potentiellement, tu vois, s'il y a une personne qui m'inspire énormément, mais c'est sur la partie interview, du coup, pas forcément quelqu'un de très atteignable, mais c'est Mouloud Achour, de par sa manière d'interviewer, de par sa bienveillance, tu vois, et bienveillance sincère. Je trouve que voilà, il a une manière d'interviewer qui est assez novatrice, et je pense qu'il a cassé le game des interviews il y a déjà quelques années, avec ses formats clics, et aujourd'hui, via son média clic, en fait, il apporte tellement de fraîcheur dans ce game des médias qui est hyper... tu vois, CNews, machin, etc., sur de l'actualité froide, où des sujets vraiment pas fun sont abordés, où des gens pas fun sont invités. Je trouve que voilà, c'est aujourd'hui sur le paysage médiatique français, je trouve qu'il apporte beaucoup. Je suis d'accord. Ça rafraîchit pas mal. Ouais. Exactement. Et si un jour on a l'occasion de le rencontrer, avec il plaisir. n'est pas encore passé? Non, mais peut-être un jour. On le fera venir. J'aimerais bien. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? C'est chaud, hein. Ouais. On doit toujours un petit temps de réflexion. On coupera et on fera une réponse très spontanée. En fait, il y a énormément de conseils qui sont donnés par pas mal de personnes qui sont des bons conseils. Tu vois. Si je peux, parce qu'il y en a un que en fait, j'ai intégré récemment, et il y en a un autre qui me correspond plus. Pour un entrepreneur, l'entrepreneur en soi au niveau de la personne est aussi importante que le produit ou le service qu'il essaie de mettre en avant. Si tu as un très bon produit ou un service mais que tu n'aimes pas la personne qui le vend, ça va être un peu plus difficile pour commencer. Et donc lié à ça, il faut qu'il y ait une adéquation entre un sujet entrepreneurial. Est-ce que ce projet est un bon projet d'un point de vue business, mais est-ce que c'est également un bon projet qui me convient à moi? Et c'est ces deux points que je mettrai en lien, parce que très souvent, les gens voient une opportunité business, ils disent trop bien, je vais aller là-dessus. Ils perdent la passion, ils perdent l'énergie, ils arrivent sur une épreuve ou un trou noir, et ensuite ils lâchent leur business. Ou alors, ils lancent un business, ça marche bien, mais ils ne sont pas vraiment heureux, et ils sont obligés de le garder parce que c'est ce qui leur paye le loyer à la fin du mois. Donc cette adéquation de la personne avec le projet, je pense que c'est quelque chose qui doit être au centre de tout ce qu'on fait. Ouais, je suis 100% aligné avec ce que tu as dit. Je vais rajouter une question spécialement pour toi. Okay. Par rapport à l'innovation, parce que tu as baigné dans l'innovation j'en ai fait beaucoup, depuis toujours en fait. C'est quoi ton rapport à l'innovation et quels sont les outils que tu utilises pour justement te tenir toujours en veille, tu vois, sur tous ces sujets-là? Parce que tu vois, d'être au courant des derniers projets sur ces sujets, des dernières startups autour de tout ça. Je lis énormément, je suis ultra curieux et je suis beaucoup de newsletters. Et ça, c'est vraiment... je l'ai déjà dit sur une autre interview, je ne travaille pas le matin.
Et quand je dis je travaille pas le matin, je fais beaucoup de lectures, beaucoup de connexions, beaucoup de conversations, beaucoup de recherche d'informations, beaucoup de veille. Donc ça, pour moi, c'est presque un hobby en fait. Euh, et en fait, la chose qui est ultra intéressante, c'est que quand tu as toutes ces informations, tu as du mal à leur donner un sens. Quelque chose qui arrive, que tu as vu sur LinkedIn ou sur un newsletter ou autre, comme elle n'est pas dans un contexte global, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais de cette information? Et très souvent, quelques semaines ou quelques mois après, tu commences à avoir des patterns, tu commences à avoir des choses qui s'agencent, tu te dis, ah tiens, ils ont fait ça, si tu les mets en contact avec eux, voilà ce que ça peut donner. Et en fait, en ayant ce maximum de data, ce maximum d'informations, limite, tu peux commencer à entrevoir ce qui pourra être fait par la suite et entrevoir un peu ce qui se fera dans le futur. La partie typique en ce moment, NFT blockchain, si tu n'as pas fait ta recherche d'informations il y a 3-4 ans, tu vois, nous les NFT, on en parle, en tout cas dans notre groupe Couch Culture, on en parle, ça fait 2 ans. Tu vois. Donc, moi, c'est énormément de recherche d'informations et j'aime bien avoir de l'information snackable et assez pour me dire, bah tiens, ça c'est un sujet qui m'intéresse, je vais aller double-cliquer là-dessus. Ça, c'est la première chose. Je parle à énormément de personnes. La dernière fois, je prenais un café, il y avait une femme qui avait des très belles lunettes, une femme d'un certain âge, et on parlait, elle était ultra rigolote, et elle m'a fait des connexions aux US, alors que c'était simplement parce qu'elle avait des belles lunettes, en fait. Donc, je communique beaucoup, je parle beaucoup avec les personnes, et j'essaie surtout de savoir d'où ils viennent et ce qui les motive, parce qu'il y a souvent des affinités qui se créent comme ça. Et une des choses qu'on ne fait pas assez en France, c'est ces masterminds, ces groupes d'entraide, beaucoup de Slack aux US, dont je fais partie, des Slack de 5000 personnes, mais qui apportent énormément de valeur. Et ça, j'aimerais bien qu'il y en ait davantage en France. Je pense que ça ne marche pas trop parce que les gens n'aiment pas trop donner. Mais je pense que ça peut aussi se contrer en le leadant par l'exemple, en fait. Donc là, j'ai commencé à créer un Slack sur lequel je n'ai pas encore communiqué, que je vais grossir petit à petit. Vraiment de l'entraide, de la générosité, de la bienveillance et essayer de se donner des pistes et si ça revient en retour, très bien, si ça revient pas, ben, au moins tu auras aidé quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et il y a un vrai côté sérendipité aussi du coup sur ton parcours, parce qu'effectivement le fait d'aimer les rencontres, les échanges, les voyages aussi et les voyages, c'est tout ce qui fait la sérendipité, quoi. Clubhouse c'était typiquement un exemple de comment turbocharger la sérendipité. Et pareil, je suis convaincu aussi que c'est tellement essentiel en fait dans notre parcours d'être humain, tu vois, ces aspects-là, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, de faire des rencontres et de faire des échanges qu'on n'aurait pas forcément s'il n'y avait pas de podcast, plus difficilement. Tu crées des nouvelles opportunités quand tu changes d'angle de vue ou de contexte. Et que ce soit des rencontres, des podcasts, des conversations, t'apportes à quelque chose que tu sais déjà, toujours un petit peu plus de choses. J'ai fait un training j'ai suivi le training de Grant Cardone, qui est un mec dans les sales aux US, un monstre. Et il a créé Grant Cardone University. Et ce qu'il disait, c'est si vraiment tu veux faire quelque chose qui est différent et grossir ton business, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller tous les midis déjeuner avec le même collègue de travail plutôt que d'aller déjeuner avec d'autres personnes? De ouf. La bouffe sera la même, mais l'enrichissement et l'expérience que tu auras sera complètement différente. C'est bien d'aller déjeuner avec son collègue de temps en temps, mais tous les jours, peut-être pas. Okay. Et ça, j'essaie de le faire davantage d'ailleurs. Tu vois, j'ai découvert le mot sérendipité début 2018 quand j'ai eu Ludovic Huro dans le podcast de Shaper et Attractive World qui avait créé sa première boîte. Et du coup, c'était lui qui m'avait parlé de ça et de l'importance justement des rencontres. Même si c'est un axe aussi de son business, lui, il le voit de manière très sincère. Et c'est aussi super important. Donc, tu vois, toutes les semaines, j'essaye aussi de rencontrer des gens que j'ai jamais rencontrés. Et c'est facile aussi à travers la visio, mais c'est vrai que c'est mieux de se voir en physique. Ouais, c'est clair. C'est quand même d'autant plus cool. Donc ouais, c'est super important. Puis même, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. Tu vois, en tant qu'introverti ou très introverti, c'est hyper important en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est pas toujours très compliqué. Hein. Tu commences à le faire. C'est vrai que pour les introvertes, c'est un peu différent. Moi, je suis pas le plus introverte, mais je suis plutôt à l'autre extrême. mais je me demande, est-ce que j'ai toujours été extroverte ou est-ce que j'ai appris à l'être? Avant, j'étais un peu plus timide, tu vois. Mais là, je me dis, tu vois, tu dis bonjour à un inconnu. Exemple tout bête. Hier, je dois faire des photos, je vais à Monoprix. L'histoire, elle n'a rien à voir avec Serial Entrepreneur. J'avais pas de masque. Donc, je veux acheter quelque chose à l'intérieur, je peux pas parce que je peux pas rentrer. Je me suis vu, pendant 5 minutes, faire la mendicité pour un masque. Parce que tu peux pas rentrer en acheter, en fait.
Et une des personnes à qui je parlais, en fait, cette personne attendait quelqu'un d'autre. Moi, je cherchais un masque avec une autre personne. Et en fait, on a commencé à échanger. Et en fait, c'était une personne qui habitait dans mon coin. On avait des personnes en commun. Et puis, ça commence à élargir le cercle de tes voisins, ne serait-ce que de parler à ses voisins. Tu vois, en France, est-ce que les gens le font? Ben non, moi, première chose que je fais quand il y a une personne qui rentre dans mon bâtiment, d'aller taper à leur porte, de leur donner un petit truc pour la maison, de créer des contacts. Il se trouve qu'une de mes voisines est chez un gros retailer, est acheteuse chez un gros retailer. Je ne le savais pas et en fait, je l'ai appris que par la suite. Sérendipité, rencontre, aller à l'échange et puis plus tard, ça revient, quoi. Carrément. Super, super intéressant. On passe à la dernière partie de... Ah, il y avait une autre partie. Ok. Exactement, c'est pas fini. On passe à la dernière partie de cette discussion, des petites questions rapides, tu vois, même si on a toujours un peu de temps. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? Ah oui, de ouf. J'en ai lu beaucoup l'année dernière. Je me suis mis en résolution de lire des livres. J'ai dû en lire une trentaine. Un livre dont on parle... Il y a des livres que j'aime pas. Père riche, Père pauvre. Je le déteste. Il est très bien dans le fond, très américain dans la forme. C'est un livre de, 370 pages ou 280 pages qui aurait pu tenir en 70 pages en réalité. Tu vois. Donc ça, c'est un livre que je déconseille. Mais il y a un livre qui est sorti, je crois que c'était mars 2021, qui s'appelle Backable. Pas Bankable, Backable. Et c'est justement, ça traite de ces choses-là. La sérendipité, raconter son histoire, comment se positionner avec d'autres personnes pour que ces gens puissent te soutenir. Ça a été fait, c'est un livre qui est en 2 parties. Une grosse partie avec des interviews de personnes, dont celle qui a lancé Dollar Shave Club. Pas mal d'interviews avec des VC et qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils investissent sur tel ou tel projet, mais surtout sur telle ou telle personne. Il y a des choses qui sont très actionnables et c'est un très bon livre. Ça se lit très facilement. Bah écoute, je note la reco. Donc celui-là, très bien. Et le deuxième livre, Shoe Dog. Moi, je suis un grand sneaker fan. Nice. Voilà, Phil Knight, Nike, les baskets. Et en fait, il y a des thématiques qui sont très proches de celles de Noleo. Des problèmes de logistique, des problèmes de distribution, des problèmes de retour client, des problèmes de compétition. C'est un livre que je recommande. Et tu as Shoemaker qui a été lancé après, de Joe Foster, qui était le fondateur de Reebok. Pour ceux qui sont plus Reebok plutôt que Team Nike, quoi. Ok, trop cool. Moi, je suis Team Adidas. Ah bah je sais pas. Désolé. Ok. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Ah, moi, je suis un grand fan de Suits. J'aimerais bien avoir le cerveau de Mike Ross, mais je suis plus Harvey Specter dans la vie. Ok. Je suis un grand fan d'Entourage. Je sais pas si ça a vraiment marché en France. Là, je suis plus Harry Gold dans Entourage. Je suis aussi un grand fan de How to Make It in America. Et en fait, pour des entrepreneurs qui veulent lancer une marque dans le retail, c'est pas vraiment 100% réaliste. Il y a pas mal de choses qui sont assez vraies et assez concrètes. Et là, je suis plus un des deux, Victor Razuk, un des personnages. Et en film, un des films qui m'a rendu ouf, c'est Ex Machina. Ça, c'est pareil, relations humaines, intéressé, pas intéressé, toute la partie AI qui rentre en jeu. Et ça, c'était un film qui, pour moi, est aussi assez intéressant. Ok. C'est quoi ta musique du moment? Je vais regarder sur Spotify, je vais te dire. Enfin, la honte, si c'est un truc le dernier album que t'as... Moi, j'écoute du rap, mais je vais te dire. C'est Drake. Gucci Mane et Drake. Ouais. J'écoute beaucoup de rap américain. Je suis un grand fan de Drake aussi. Voilà. Nice. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle? Procter & Gamble. C'est ce que j'allais dire. Je te jure, j'allais dire ça. Procter & Gamble pour... Un de mes objectifs, c'était en fait de monter au plus haut de Procter & Gamble. Et en fait, je me suis dit, si tu veux vraiment changer une industrie, soit tu as accès au top, ou soit tu changes les règles et tu montes toi-même ton prochain Procter & Gamble. Donc Procter & Gamble, ce serait une. Et... ou Nike. Ouais, c'est pas mal Nike quand même. C'est plus sexy. C'est très sexy, ouais. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Elle est dure cette question. Ouais. Qui peut être intéressante d'ailleurs pour les gens qui écoutent. S'il y avait une chose que tu aurais faite différemment sur Noleo, qu'est-ce que ça aurait été?
Et, Tu peux y répondre. je vais y répondre. Euh, je pense que sur Noléo, on aurait pas dû grossir aussi rapidement. On grossissait de 25% tous les mois au début. Et en fait, quand tu es sur un produit physique avec de l'envoi de produits de la France aux US, tu as des impacts sur ton cash flow qui sont énormes, qui nous ont poussé à lever, qui nous ont fait rentrer dans un engrenage. Si je l'avais fait différemment, ça aurait été d'avoir une croissance plus raisonnée, de localiser la production au plus vite et d'aller chercher des sous vraiment après avoir craqué le cost of acquisition et le canal de prédilection. Alors, c'est facile à dire maintenant, mais on n'avait pas anticipé Covid. Donc, mais je pense que c'est ça. J'aurais peut-être passé un petit peu plus de temps plutôt que d'essayer de prendre ce modèle croissance à tout prix. Et au final, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pérenne en fait. Ok. C'est difficile ce genre de question dans le sens où potentiellement, effectivement, si tu avais fait les choses différemment, tu n'en serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui, tu vois. Aussi, du ouais, coup, c'est super difficile. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, nice. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode? Donc je fais ta génération de leads. Exactement. Et tu m'envoies leur mail. Non, des entrepreneurs que je te conseille, français? Plutôt francophone. Francophone. Je pense que Hotman, que j'avais rencontré d'ailleurs justement sur Clubhouse, est un très bon entrepreneur. Il vient de revendre d'ailleurs sa boîte récemment et il rentre dans un univers qui est plus basé sur la tech. Je crois qu'il avait été interviewé par Adil récemment. Startup au KLM. Ouais, Startup au Calme, ouais. Très salut bien, d'ailleurs. Super format. Très bien ce format, ouais, j'aime beaucoup. Donc lui, et puis il a vraiment une vision qui est très aussi internationale, très articulée sur sa façon de présenter les choses. Moi, j'aime beaucoup. On échange pas mal d'ailleurs sur différentes thématiques. Donc ça, c'est une très bonne personne avec qui tu pourrais rentrer en contact. Un autre entrepreneur qui, je pense, fait les choses bien en France, c'est une marque de soins pour cheveux qui s'appelle Prose. Et eux, ils font tout sur mesure. Qui est en fait, tu as ton diagnostic et puis tu as ta formulation qui est directement faite sur site et qu'on envoie. Là où c'est pour moi un modèle, c'est qu'ils ont vraiment verticalisé tout le cycle. De l'approche du consommateur au diagnostic, à la formulation, à l'empaquetage, à l'envoi. Donc par exemple, en appelant l'équipe la dernière fois, je leur ai demandé quel 3PL ils utilisaient pour les commandes. On a tout internalisé. Donc tu as 0 déchet sur toute la chaîne de valeur et ça c'est assez incroyable. Ça s'écrit comment? Prose, P-R-O-S-E. Ok. Et le dernier entrepreneur que je te conseillerais d'interviewer, un très bon franc-parler, c'est Sébastien, le fondateur de Capsum. Sébastien Bardon, je crois, qui est exceptionnel. Lui, il a créé une toute nouvelle technologie d'encapsulation dans les cosmétiques qui permet de séparer les actifs, créer des nouvelles textures, des nouvelles sensations sur la peau. Et il vient de créer il a créé il y a quelques années sa nouvelle usine au cœur d'Austin, au Texas. Et il a une thématique qui est vraiment basée sur le futur. Donc, certaines des choses qu'il a fait notamment, c'est carbone neutral, tout équipé en panneaux solaires au Texas, c'est la vie. Ils sont plugués directement sur une nappe phréatique pour le rapport en eau directement à l'usine. Et ils créent en fait certains de leurs ingrédients directement sur place grâce à des micro-serres. Donc tu n'as pas besoin de faire du stockage, d'aller créer des ingrédients, c'est directement sous serre sur site de production. Tu passes une commande, en 3 semaines ils te créent la pousse de leurs ingrédients sur le site de l'usine. Ils te font toute la formulation sur site et puis ensuite ils te distribuent ça. Très très belle Fou boîte. comme business. Okay. Fou. Nice. Et leur fondateur est vraiment très inspirant, bon franc-parler, très énorme. Bah écoute, super pour les recos. Cool. Je pense que Prose,
je vais aller checker ça parce que j'ai dans mon entourage des gens qui ont des maladies de peau, tu vois, et c'est vrai que sur l'aspect cheveux, c'est super important et potentiellement toute la merde qu'on peut mettre dans nos cheveux. Écoute, je parle à un des fondateurs cet après-midi, donc je pourrais lui en toucher un mot. Ouais. Bah, carrément, trop cool. Et la dernière question que j'ai rajoutée pour cette nouvelle saison, pour conclure, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Un entrepreneur pour moi, c'est un mec ou une nana qui se dit moi le status quo ça me dérange. Je pense que ces choses-là je peux les faire mieux, soit pour les mêmes personnes actuelles ou soit pour les nouvelles personnes, les nouvelles générations. Et donc du coup même si les gens pensent que je suis fou, bah, c'est pas grave, je vais essayer et on verra si vraiment mon hypothèse de me dire que je peux faire les choses mieux ça mènera à quelque chose. Et que ce soit fait sans mettre des bâtons dans les roues des autres, sans y aller que pour l'argent, sans impacter négativement la planète. Pour moi, c'est ça, un entrepreneur 3.0, ce sera ça. Mais il y a vraiment cette notion de business à valeur ajoutée, cette notion d'honnêteté et de sympathie de la personne et cette notion d'environnement. Bah, ce seront les mots de la fin. Cool. Merci beaucoup Lucas pour cet échange. Je suis heureux de t'avoir rencontré sur Clubhouse. Merci Clubhouse. Hein. Et enfin dans la vraie vie. Clubhouse. Et enfin dans la vraie vie, exactement. Je pense que l'épisode va être très apprécié. Et puis, ce que je peux te proposer, c'est qu'on se retrouve dans 2 ans. Ce serait que je propose ça souvent à certains entrepreneurs, de se dire, ok, dans 2 ans, on se refait un épisode. On voit tout ce qui s'est passé sur les deux dernières années. Chaud. Et je sais pas, on fait ça à San Diego. Allez, chaud, carrément. Allez, c'est parti. L'invitation est lancée. Bonsoir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.